Sophie se réveilla en sursaut, le cœur battant, alors que l'eau froide de la mer Méditerranée l'engloutissait. À ses côtés, sa sœur cadette, Élise, luttait contre les vagues, les yeux emplis de terreur. Leur mère, debout sur la falaise au-dessus, hurlait des insultes incohérentes, son visage déformé par une rage que Sophie n'avait jamais vue auparavant. C'était le choc absolu, une femme qui les avait élevés seuls, qui avait sacrifié sa vie pour elles, les avait poussés du haut de cette falaise escarpée près de Nice, simplement parce qu'elle avait découvert leur secret. Sophie nagea frénétiquement vers Élise, attrapant son bras pour la maintenir à flot. « Tiens bon !» cria-t-elle, l'eau salée brûlant sa gorge. Mais au fond d'elle, une question lancinante la tourmentait, comment leur amour fraternel, teinté d'une affection interdite, avait-il pu mener à cette trahison maternelle? Les minutes suivantes furent un chaos de survie instinctive. Sophie, l'aînée de 28 ans, avait toujours été la protectrice, celle qui prenait les décisions difficiles. Élise, 25 ans, plus fragile, plus émotive, s'accrochait à elle comme à une bouée. Elles avaient grandi dans un petit appartement à Paris, avec une mère veuve, strictement catholique, qui travaillait dur comme infirmière pour subvenir à leurs besoins. Leur père était mort quand Sophie avait 10 ans, laissant un vide que les deux sœurs avaient comblé l'une par l'autre. Au fil des ans, cette proximité avait évolué en quelque chose de plus profond, de plus intime, un amour que la société française, malgré ses avancées, peinait encore à accepter pleinement, surtout dans les cercles conservateurs. Ce soir-là, tout avait basculé. Leur mère, rentrant plus tôt d'un voyage à la campagne, les avait surprises dans les bras l'une de l'autre. Un baiser volé dans la pénombre du salon. Dégénérée, pécheresse, avait-elle hurlé, attrapant un vase pour le lancer vers elle. Sophie avait essayé de calmer la situation, expliquant que c'était de l'amour vrai, pas une phase ou une erreur. Mais leur mère, imprégnée de dogmes religieux et de peur sociétale, avait vu rouge. Elle les avait forcés à monter dans la voiture, prétextant une discussion au bord de la mer, à des heures de route. Sur la falaise, sous la lune pâle, elle avait révélé son plan délirant, les purifier en les jetant à l'eau, comme un baptême forcé ou une exécution biblique. Maintenant, ballottée par les vagues, Sophie sentait la fatigue l'envahir. Élise toussait, crachant de l'eau. « Pourquoi elle nous a fait ça ?» murmura-t-elle entre deux halètements. Sophie n'avait pas de réponse immédiate. Elle pensa à leur enfance, les messes dominicales obligatoires, les avertissements contre les déviances modernes, les amis de leur mère qui parlaient avec mépris des couples homosexuels. Elle avait toujours su que leur relation serait un scandale, mais elle avait sous-estimé la profondeur de la haine intérieure de leur mère. « On va s'en sortir », assura Sophie, tirant Élise vers le rivage lointain. Des lumières clignotaient au loin, peut-être des pêcheurs ou des touristes. Mais chaque brasse était une bataille contre le courant et contre les souvenirs qui affluaient. Enfin, après ce qui sembla une éternité, leurs pieds touchèrent le sable. Elles s'effondrèrent sur la plage, tremblantes, mouillées jusqu'aux os. Des voix s'approchèrent, un couple de promeneurs nocturnes les avait vus. « Mon Dieu! Que s'est-il passé ?»
demanda l'homme, enveloppant Élise d'une veste. Sophie, encore sous le choc, balbutia une explication confuse. La police fut appelée. Et bientôt, des sirènes emplirent la nuit. Leur mère, restée sur la falaise, fut arrêtée pour tentative de meurtre. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Une mère pousse ses filles à la mer pour exorciser leur homosexualité. Sophie et Élise devinrent des symboles malgré elles. Des victimes d'une intolérance familiale ancrée dans la société. Dans les jours suivants, hospitalisées pour hypothermie et traumatisme, les sœurs affrontèrent les interrogatoires. Sophie, avec son tempérament résolu, prit la parole pour protéger Élise. C'était notre secret, mais c'était de l'amour, déclara-t-elle à l'inspecteur, un homme d'une quarantaine d'années au regard compatissant. Élise, plus introvertie, pleurait souvent, se demandant si elle méritait ce châtiment. Leur relation n'était pas incestueuse au sens biologique, elles étaient demi-sœurs. Élise issue d'une liaison de leur mère après la mort du père, mais cela n'atténuait pas le tabou social. Sophie avait rencontré Élise adolescente, et leur lien s'était forgé dans la solitude partagée. La presse fouilla leur passé. Sophie, avocate prometteuse à Paris, spécialisée dans les droits humains. Élise, artiste peintre, vivant de petites expositions. Leur mère, veuve pieuse, devint le monstre de l'histoire. Mais pour Sophie, c'était plus nuancé. Elle se rappelait les sacrifices de sa mère, les nuits blanches au travail, les économies pour leurs études. Elle nous aimait, à sa façon, confia-t-elle à Élise lors d'une visite à l'hôpital. Mais son amour était empoisonné par la peur. Élise hocha la tête, mais ses yeux trahissaient un doute profond. Était-ce vraiment de l'amour? Ou une possession destructrice? Sortie de l'hôpital, elles trouvèrent refuge chez une tante libérale à Lyon. Là, les conflits intérieurs s'intensifièrent. Sophie voulait porter plainte, faire un exemple public pour lutter contre l'homophobie familiale. Élise, terrifiée par l'exposition, préférait le silence. Si on parle, tout le monde saura pour nous, murmura-t-elle un soir, blottie contre Sophie. Et si on ne parle pas, d'autres souffriront comme nous, rétorqua Sophie. Leur premier vrai désaccord émergea, creusant une faille dans leur union. La nuit, Sophie repensait à la falaise. Avait-elle été trop imprudente en affichant leur affection? Élise, quant à elle, se sentait coupable d'avoir initié ce baiser fatal. Bientôt, des associations LGBT les contactèrent, offrant soutien et visibilité. Sophie accepta une interview anonyme, décrivant les pressions sociétales qui poussaient des parents à l'extrême. Élise refusa, craignant le jugement. Leur relation, autrefois un havre, devint un champ de mine émotionnel. Sophie se surprit à douter, était leur amour viable dans un monde qui les forçait à choisir entre discrétion et combat? Élise, de son côté, luttait contre une dépression naissante, se demandant si leur mère avait raison sur le péché. Les semaines suivantes furent un tourbillon de décisions cruciales. Sophie, déterminée à transformer leur tragédie en catalyseur de changement, contacta une avocate spécialisée dans les crimes haineux. Nous devons la poursuivre, insista-t-elle lors d'une réunion à Lyon. Élise, assise en silence,
fixait ses mains tremblantes. Elle savait que Sophie avait raison sur le plan moral. Mais l'idée de témoigner contre leur mère l'arrangeait. C'est elle qui nous a élevés, murmura-t-elle. Et c'est elle qui a essayé de nous tuer, répliqua Sophie. Sa voix durcie par la colère refoulée. Ce fut leur première dispute ouverte. Des mots acérés échangés dans la petite cuisine de la tante. Élise partit en claquant la porte, errant dans les rues de Lyon sous la pluie, se questionnant sur la validité de leur lien. De retour, elle trouva Sophie en larmes. Un rare moment de vulnérabilité pour l'aînée. Je ne veux pas te perdre, avoua Sophie. Elles s'étreignirent. Mais la tension persistait. Leur mère, en détention provisoire, envoya une lettre via son avocat. Je regrette. Mais vous devez vous repentir. Sophie la déchira. Furieuse, Élise la lut en secret. Les mots éveillant une culpabilité enfouie. Était-ce vraiment un repentir possible? Ou une manipulation? Les nuits devinrent agitées, hantées par des cauchemars de la falaise. Bientôt, l'affaire attira l'attention nationale. Des débats télévisés disséquaient l'homophobie internalisée, citant des statistiques alarmantes. En France, malgré le mariage pour tous, 20% des jeunes LGBT subissaient des rejets familiaux violents. Sophie accepta d'apparaître masquée dans un documentaire, racontant leur histoire pour sensibiliser. Élise, horrifiée, l'accusa de les exposer. Tu transformes notre vie en spectacle, cria-t-elle. Sophie riposta, et toi? Tu préfères te cacher comme si on avait honte? Leur amour, autrefois pur, se teinta d'amertume. Élise commença à consulter une thérapeute, explorant ses conflits intérieurs, l'attachement à Sophie versus la norme sociétale. Un jour, un appel inattendu changea tout. Une cousine éloignée, vivant à Marseille, révéla un secret familial. Leur mère avait elle-même eu une liaison lesbienne dans sa jeunesse. Réprimée par ses parents catholiques. Elle a projeté sa haine sur vous, expliqua la cousine. Sophie fut stupéfaite, Élise. Effondrée. Cela expliquait la rage disproportionnée, une homophobie née du déni personnel. Sophie voulut confronter leur mère en prison. Mais Élise la dissuada, ça ne changera rien. Au lieu de cela, Élise proposa une trêve, soutenir la plainte sans médiatisation excessive. Mais le destin en décida autrement. Un journaliste démasqua leur identité, publiant des photos volées. Les réseaux sociaux explosèrent, soutien d'un côté, insulte de l'autre. Incestueuse perverse, lisait-on dans les commentaires haineux. Sophie, résiliente, organisa une conférence de presse pour riposter. Élise, brisée, s'isola, refusant de manger. Leur relation craqua, une nuit. Élise avoua douter de leurs sentiments. Peut-être que maman avait raison. Peut-être que c'est mal. Sophie, blessée, quitta l'appartement pour une promenade solitaire, se demandant si leur amour valait tous ses sacrifices. À son retour, elle trouva Élise partie. Avec une note, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Sophie s'effondra. Seule pour la première fois depuis des années. Elle appela des amis LGBT, cherchant du réconfort. L'un d'eux, une activiste, lui rappela, l'amour vrai demande du courage, mais aussi de la compassion pour soi-même.
Sophie réalisa alors son erreur, elle avait poussé Élise trop fort, ignorant ses peurs. Pendant ce temps, Élise erra jusqu'à Paris, revisitant leur ancien appartement vide. Des souvenirs affluaient, leurs rires partagés, leurs confidences nocturnes. Mais aussi les regards suspicieux des voisins, les sermons de l'église. Élise finit par atterrir chez une amie artiste, qui l'encouragea à peindre ses émotions. Ses toiles devinrent sombres, reflétant le chaos intérieur, falaises abruptes, mer tumultueuse, figures enlacées mais déchirées. Tu dois choisir ce qui te rend heureuse, conseilla l'amie. Élise appela Sophie. Une conversation tendue, je t'aime, mais j'ai peur de nous détruire. Sophie, adoucie, promit de ralentir. Elles décidèrent d'une thérapie de couple. Un pas vers la guérison. Pourtant, la pression sociale s'intensifia. Leur mère, lors d'une audience préliminaire, plaida la folie temporaire, citant des influences démoniaques. Sophie témoigna, décrivant les années de conditionnement religieux. Élise, finalement, la rejoignit au tribunal. Un acte de bravoure. Leurs regards croisés dans la salle fut un moment de reconnexion. Mais le verdict partiel remis en liberté sous caution les déstabilisa. Leur mère, libre, pourrait-elle recommencer? Sophie et Élise rentrèrent ensemble à Lyon. Plus unies mais marquées. Elles discutèrent longuement des choix moraux, pardonner ou punir? Élise penchait pour une confrontation privée, Sophie pour la justice publique. Leur débat révéla des failles, Sophie voyait en Élise une faiblesse, Élise en Sophie une rigidité. Un soir, après une dispute, Élise embrassa Sophie impulsivement. Un rappel de leur passion. Mais le lendemain, une nouvelle trahison surgit, un ami proche, jaloux de leur lien, avait vendu des détails intimes à la presse. La révélation de la trahison par leur ami commun, Pierre, frappa comme un coup de poignard. Pierre, un collègue de Sophie, avait toujours semblé supportive, assistant à leur dîner discret. Mais motivé par une jalousie refoulée, il avait un faible pour Élise, il avait divulgué des anecdotes privées à un tabloïd. Les sœurs amantes, secrets de chambre, titrait l'article, amplifiant le scandale. Sophie, furieuse, le confronta au bureau. Comment as-tu pu nous faire ça? Pierre, penaud. Avoua, je pensais que c'était malsain. C'était le reflet parfait des préjugés sociétaux, même dans les cercles progressistes parisiens. L'acceptation avait ses limites. Élise, anéantie, sombra dans une spirale dépressive. Elle cessa de peindre, passant des jours au lit. Sophie, déchirée entre rage et souci, annula des réunions professionnelles pour veiller sur elle. On ne peut faire confiance à personne, murmura Élise. Sophie acquiesça, réalisant que leur amour les isolait. Elles décidèrent de déménager à Bordeaux, chez une connaissance lointaine, pour un nouveau départ. Mais le voyage fut tendu, des regards curieux dans le train, des murmures. À Bordeaux, elles trouvèrent un petit appartement, mais la paranoïa s'installa. Sophie vérifiait constamment les réseaux, Élise évitait les sorties. Bientôt, leur mère refit surface. Libérée sous caution, elle envoya un message via un prêtre, « Venez à l'église » pour une réconciliation.
Sophie le deletéa, Élise le garda. Intriguée. Peut-être qu'elle a changé, suggéra-t-elle. Sophie explosa, après nous avoir jetés à la mer? Tu es naïve. Leur dispute escalada, révélant des fractures profondes. Élise accusa Sophie de contrôler, Sophie reprocha à Élise sa passivité. Pour la première fois, elles dormirent séparément. Un vide glacial entre elles. Le lendemain, Élise partit seule pour une promenade le long de la Garonne. Elle rencontra par hasard une femme, Camille, une lesbienne assumée gérant un café LGBT. Camille écouta son histoire. Offrant empathie, les familles toxiques ne définissent pas ton amour. Élise se confia. Un soulagement. De retour, elle raconta à Sophie, qui se sentit menacée. Tu flirtes avec elle? Élise nia. Mais une graine de doute germa. Sophie, jalouse, contacta des associations pour un soutien légal accru contre leur mère. L'affaire judiciaire progressa, le procès approchait. Sophie prépara un témoignage accablant, incluant le secret de la jeunesse de leur mère. Élise hésitait, révéler cela serait une vengeance, mais aussi une libération. Lors d'une session de thérapie, le psychologue questionna, « Qu'est-ce que vous sacrifiez pour cet amour ?» Sophie répondit le silence familial, Élise. Sa santé mentale. Elles réalisèrent les coups, carrière en péril. Amitié perdue. Identité exposée. Un soir, leur mère força une confrontation. Elle se présenta à Bordeaux, suppliante. J'ai eu tort. Mais c'est contre nature? Pleura-t-elle. Sophie la chassa, Élise l'écouta en secret plus tard. Pourquoi nous haïr? Demanda Élise. Leur mère avoua son passé réprimé, une amour lesbienne brisée par la société des années 70. Je ne voulais pas que vous souffriez comme moi. Élise, émue, vit une victime en elle. Elle proposa à Sophie un pardon conditionnel, thérapie familiale. Sophie refusa initialement, voyant une manipulation. Mais voyant Élise s'éloigner, elle céda. La première session fut explosive, accusation, larmes. Leur mère admit sa faute, mais maintint ses croyances. L'Église dit que... Sophie l'interrompit, l'Église n'est pas la loi. Élise média. Un rôle nouveau pour elle. Progressivement, des vérités émergèrent, la peur de leur mère pour leur damnation. Son isolation. Sophie comprit que l'homophobie était un cycle transgénérationnel. Pourtant, une nouvelle crise surgit. Élise, influencée par Camille, commença à questionner leur exclusivité. Peut-être qu'on devrait explorer d'autres relations. Sophie, blessée, vit cela comme une trahison. Après tout ce qu'on a enduré, elles se séparèrent temporairement. Élise chez Camille. Sophie seule. Sophie plongea dans le travail, défendant d'autres cas LGBT. Élise explora son identité, réalisant que son amour pour Sophie était profond, mais étouffant. Après des semaines, Élise revint, c'est toi que je veux. Mais avec de l'espace. Sophie accepta. Un compromis douloureux. Elles reprirent. Plus matures. Le procès arriva, leur mère fut condamnée à de la prison avec sursis et thérapie obligatoire. Sophie se sentit victorieuse, Élise. Mélancolique.
Elles assistèrent à des marches des fiertés, trouvant communauté. Mais les cicatrices persistaient, confiance ébranlée. Doutes moraux. Avec le procès derrière elles, Sophie et Élise tentèrent de reconstruire. Elles retournèrent à Paris, dans un nouvel appartement, symbolisant un renouveau. Sophie reprit son cabinet d'avocat, se spécialisant davantage dans les droits LGBT. Élise exposa ses toiles sur le thème du trauma familial, recevant des critiques positives. Leur relation évolua, plus ouverte aux discussions, moins fusionnelle. Elles adoptèrent un chat. Un petit geste de normalité. Mais les ombres du passé planaient. Un jour, leur mère, sous thérapie, demanda une rencontre neutre. Élise accepta, Sophie, réticente, accompagna. Dans un café discret, leur mère s'excusa sincèrement, « J'ai projeté mes peurs sur vous. J'apprends à accepter. » Sophie resta sceptique, mais Élise offrit une olive branche. On peut essayer. Lentement. Ce fut un tournant, le début d'une réconciliation fragile. Sophie vit cela comme une victoire morale. Mais intérieurement, elle luttait contre la rancune. Pourtant, des conflits externes ressurgirent. Au travail, Sophie fit face à des collègues conservateurs qui murmuraient sur son scandale familial. Elle perdit un client important, un coup à sa carrière. Élise, de son côté, reçut des menaces anonymes après une exposition. Pécheresse. Vous paierez. Elles signalèrent à la police. Mais l'angoisse revint. Sophie proposa d'émigrer au Canada. Plus tolérant, Élise refusa. Attachée à la France. On ne fuit pas, dit-elle. Leur débat révéla des visions divergentes, Sophie pragmatique, Élise idéaliste. Une nuit, lors d'une fête LGBT, Élise dansa avec Camille, innocemment. Sophie, jalouse, partit tôt. De retour, une dispute éclata, « Tu me trompes ?» Élise nia, mais admit une attirance. C'est normal. Après tout. Sophie, dévastée, questionna leur monogamie. Elles décidèrent d'une pause. Un test douloureux. Sophie voyagea seule à la campagne. Réfléchissant à ses choix, avait-elle sacrifié trop pour cet amour? Élise, chez elle, peignit frénétiquement, canalisant la douleur. Pendant la pause, Sophie rencontra une femme. Laura. Une avocate comme elle. Elles flirtèrent. Mais Sophie recula, « Mon cœur est ailleurs. » Élise, de son côté, sortit avec Camille, mais réalisa que c'était superficiel. Elles se retrouvèrent après un mois. Plus fortes. On est faites l'une pour l'autre. Avec nos flots. Conclut Sophie. Elles reprirent. Instaurant des règles, communication ouverte. Thérapie continue. Mais la société ne lâchait pas. Un documentaire sur leur affaire fut diffusé, ravivant l'intérêt public. Des soutiens affluèrent, mais aussi des critiques, elle glorifie l'inceste. Élise craqua. Hospitalisée pour épuisement. Sophie veilla, culpabilisant d'avoir poussé la visibilité. À l'hôpital, Élise murmura, « Peut-être qu'on devrait arrêter de se battre. »
Sophie, larmes aux yeux, refusa, notre amour est notre force. Sortie. Élise proposa un pacte, vivre discrètement, sans militantisme. Sophie accepta à contre-cœur. Un sacrifice personnel. Elles voyagèrent en Provence, redécouvrant leur intimité loin des regards. Mais un appel de leur mère brisa la paix, elle avait rejoint un groupe de parents d'enfants LGBT. Cherchant rédemption. Venez me voir. Élise y alla seule. Une confrontation émotive. Leur mère pleura, j'ai perdu mes filles par ignorance. Élise pardonna partiellement. Un poids levé. De retour, Élise partagea avec Sophie, qui resta distante. Le pardon est une faiblesse, demanda Élise. Sophie réfléchit, non. C'était de la force. Elles décidèrent d'une rencontre familiale. Un dîner tendu mais cathartique. Des excuses furent échangées. Des boundaries posées. Pour la première fois, leur mère vit leur amour comme humain. Pas démoniaque. Pourtant, un ultime twist surgit. Pierre, l'ami traître, contacta Sophie pour s'excuser, révélant qu'il avait été manipulé par un groupe conservateur. Ils m'ont payé pour salir votre nom. Sophie enquêta, découvrant un réseau d'homophobes organisés. Elle porta plainte, transformant la trahison en combat plus large. Élise la soutint, unifiant leurs fronts. Les mois suivants consolidèrent leur résilience. Sophie gagna le procès contre le groupe conservateur, obtenant des dommages et une publicité positive. Élise vendit plusieurs toiles, canalisant leur histoire en art thérapeutique. Leur relation, forgée dans le feu, devint plus équilibrée. Sophie apprit la patience, Élise la assertivité. Elles assistèrent à des thérapies familiales avec leur mère, brisant lentement les chaînes du passé. Leur mère, transformée, devint une alliée inattendue, parlant dans des forums sur l'homophobie internalisée. Mais les coups étaient visibles, Sophie développait des insomnies. Hantée par la falaise, Élise luttait contre l'anxiété sociale. Elles trouvèrent solace dans la communauté LGBT française, participant à des événements discrets. Un soir, lors d'une marche des fiertés à Paris, elles marchèrent main dans la main. Un acte de défiance. Des applaudissements les entourèrent. Un contraste avec les débuts sombres. Pourtant, des doutes moraux persistaient. Était leur amour éthique? Vu leur lien familial? Élise posa la question un soir, et si la société avait raison? Sophie répondit, l'amour ne suit pas les règles imposées. Elles débattirent longuement, explorant des perspectives philosophiques, Kant sur le devoir, Nietzsche sur la volonté. Finalement, elles conclurent que leur choix était personnel, tant qu'il ne nuisait pas. Un an après l'incident, leur mère organisa une réunion familiale. Assises autour d'une table, elles partagèrent des souvenirs positifs, évitant les sombres. Leur mère offrit un cadeau, un album photo retouché, sans les tensions passées. Sophie accepta. Un geste de closure. Élise pleura de joie, voyant un avenir possible. Mais la vie réservait une dernière épreuve. Élise reçut une offre d'exposition à New York. Une opportunité de carrière. Sophie, ancrée à Paris, dut choisir, suivre ou rester. Viens avec moi, supplia Élise.
Sophie hésita, son travail. Sa lutte en France. Elles négocièrent, Élise partirait seule pour 6 mois. Testant leur lien à distance. La séparation fut déchirante. Sophie envoya des messages quotidiens, Élise appela. Partageant ses succès. Mais la distance amplifia les insécurités. Sophie rencontra des tentations, Élise aussi. Une nuit. Élise avoua un baiser avec une artiste américaine. Sophie, blessée, questionna tout. Est-ce la fin? Élise rentra précipitamment, jurant fidélité. Elles se réconcilièrent. Mais avec une leçon, l'amour requiert vigilance constante. De retour ensemble, elles planifièrent un avenir, mariage civil, adoption peut-être. Leur mère les soutint. Un miracle. Sophie écrivit un livre sur leur histoire. Anonymisé. Pour inspirer. Élise illustra la couverture. Un symbole de leur union. Pourtant, au fond, des questions lingères. Avait leur mère vraiment changé? Ou était-ce une façade? Leur amour survivrait-il aux pressions éternelles? Elles vivaient jour par jour, payant le prix de leur authenticité. Était-il juste de pardonner une tentative de meurtre pour préserver la famille? Ou cela encourage-t-il l'impunité face à l'intolérance?